bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous et bienvenue à cette émission qui s'intéresse au monde littéraire. Êtes-vous africain, êtes-vous migrant en Europe, au Canada ou aux États-Unis, alors avez-vous l'intention d'émigrer? Nous aurons des pistes de solutions à cette émission avec ce livre intitulé Valeurs traditionnelles, multiculturalisme et vie harmonieuse, un livre qui permet de transformer les différences dans les familles multiculturelles en une source de bonheur. Tout le plaisir est pour nous de recevoir sur ce plateau Madame Lucie Tapsoba Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers lecteurs et lectrices. D'accord. Merci d'être sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine, coach. Est-ce que la présentation est parfaite ou il faut ajouter d'autres titres? Écrivaine, coach, professeur. La présentation est parfaite. Je suis coach, oui, auteur, grand-mère, épouse et mère. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre sur les valeurs traditionnelles du multiculturalisme qui s'intéresse surtout aux personnes qui veulent migrer vers l'Europe ou le Canada? Je viens de fêter mes 75 ans et à cet âge, je pense que les vieilles personnes ont le devoir de retransmettre à la société ce qu'ils ont reçu. Et à l'époque de nos grands-parents, elles étaient sous l'arbre à palabre, en train de surveiller les enfants et de leur raconter des contes, qui est en quelque sorte notre façon d'éduquer les enfants et de leur inculquer nos valeurs. Et c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai voulu, moi aussi, transmettre, parce que je suis une génération tampon, ceux qui sont déjà entre 80 et 85 ans vont bientôt partir. Moi, j'ai 75 ans, je suis un peu juste à la porte. Et ceux qui ont moins de 60 ans, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de connaissances des valeurs que moi-même j'ai reçues. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire pour tous ces jeunes qui sont après moi et qui ne savent pas, n'ont pas reçu ce que j'ai reçu. Et on va en parler tout à l'heure, à savoir les valeurs traditionnelles. Mais moi, je suis en situation migratoire. Et ce livre, c'est fait aussi pour ceux qui ont l'intention de migrer de l'autre côté, en Europe ou en Occident. Ceux qui sont résidents et qui veulent rendre visite à leurs parents et qui se trouvent aux États-Unis ou au Canada, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ceux qui y sont et qui veulent s'adapter, trouver du travail et s'intégrer, et aussi ceux qui y sont et qui ont l'intention de revenir. D'accord. Et ce livre, c'est un livre d'une centaine de pages avec différents chapitres. On va aller directement au chapitre 1, il y en a 10. Et la première partie concerne la décision de migrer. Et comment on doit prendre cette décision? Qu'est-ce que vous dites dans ce chapitre? Dans ce chapitre premier, la décision de migrer, il y a beaucoup de motivation pour migrer. Il y a peut-être des catastrophes naturelles qui chassent beaucoup de gens de leur pays, ou des guerres, ou le désir justement de trouver un endroit meilleur pour l'éducation de ses enfants, ou juste pour la paix de l'esprit aussi. Donc, il y a beaucoup de motivation pour migrer. Mais quand on veut migrer, comment on doit s'y prendre? Ça, c'est le premier chapitre. Quels sont l'impact de cette décision sur la vie quotidienne de ces couples? Et c'est ce que j'ai raconté dans le premier chapitre. D'accord. On voit qu'il y a plusieurs jeunes qui décident de migrer. C'est vrai que ça ne rentre pas trop dans le cadre de votre livre, mais qui opéraient même de leur vie, veulent la renforcement en Europe et qui meurent au niveau de la mer, au désert. Vous, en tant qu'auteur, quand vous voyez ça, qu'est-ce que cela vous fait? Ça me fait beaucoup de peine. Parce que dans mon livre, il y a 4 cas de figure. Un couple qui migre, et quelqu'un qui va juste à l'aventure et qui aura beaucoup de problèmes, un étudiant
et quelqu'un qui est un ouvrier spécialisé qui a pris les voies normales et qui a été admis. Maintenant, ceux qui se lèvent et qui vont à l'aventure par eux-mêmes, c'est beaucoup de problèmes. Ça, c'est un. Et de deux, au péril de leur vie, ça n'en vaut pas la peine si nous apprenons à nous organiser en Afrique. D'accord. Après la décision de migrer, vous parlez de la nécessité de se connaître. Se connaître en quel terme il faut se connaître avant de migrer? Et se connaître commence d'abord par sa famille, le nom de sa famille. Qui êtes-vous? Vous vous appelez Soré. Les Sorés ont fait quoi? Quelle est leur place dans la société où ils vivent? Quelle est votre fierté d'être Soré? En sachant ça, on peut d'abord s'aimer. Et s'aimer, ça commence par accepter son nom de famille. Son identité culturelle. L'identité culturelle, c'est ça. D'accord. Et donc, après cette nécessité de se connaître, vous parlez dans votre livre du choc culturel. Le choc culturel, c'est quand on arrive là-bas où c'est du retour, ou bien c'est le migrant qui revient en Afrique, ou c'est quand on part en Europe qu'il y a ce choc culturel-là? Le choc culturel, c'est dans les deux sens. Ceux qui partent d'ici vont trouver des choses. Le choc culturel, en fait, c'est tout ce qui est différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. D'abord, le climat. On quitte ici, il fait 30 degrés, on arrive, c'est moins 40. Ça, c'est le choc climatique. Mais le choc culturel, je vais prendre un exemple, par exemple, c'est ici, lorsque vous avez un problème, vous pouvez vous reporter à quelqu'un. Ici, lorsque vous avez des problèmes financiers, vous pouvez vous ouvrir à un ami en lui disant « Est-ce que tu peux m'emprunter ceci ?» De l'autre côté, il n'y en a pas. Et en plus, le choc culturel le plus important, c'est la liberté. La notion de on se sent libre. Et quand on se sent libre, on peut dériver. C'est comme une calebasse dans un étang qui tangue et qui ne sait pas où il va. Parce qu'il n'y a plus cet œil, il n'y a plus la société. Une tante qui va vous dire arrête, ce que tu fais n'est pas bon. Ton oncle qui va te dire arrête, ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est ça le gros problème. Si tu n'as pas été éduqué, si tu ne te connais pas, arriver laisser à toi-même, tu peux prendre des mauvaises décisions. D'accord. Et ce chapitre me permet d'aller au chapitre suivant qui concerne les nouvelles valeurs. C'est-à-dire que ce choc culturel permet de découvrir des nouvelles valeurs. Et face à ces nouvelles valeurs, comment un Africain devrait se comporter? Face à ces nouvelles valeurs, il faut faire la symbiose. La symbiose, pourquoi? Parce que ici, par exemple, on doit regarder les gens. On ne peut pas regarder les gens face à face. Mais de l'autre côté, il faut les regarder dans des yeux, autrement vous êtes fourbe. Et c'est l'une des raisons pour laquelle un Africain qui n'est pas ouvert à tout ça ne peut pas trouver du travail. Vous allez à une interview de travail et puis vous ne regardez pas vos interlocuteurs, vous n'aurez pas le boulot. Ça, c'est juste terre à terre. C'est le moindre que j'ai pris. Tout à fait. Voilà. Et parlant de travail, il y a un autre chapitre qui concerne le travail, comment chercher le travail, comment trouver du travail en Europe. Est-ce qu'il faut trier? Quelles sont les voies et moyens qu'il faut utiliser une fois en Europe pour avoir du travail? Vous qui êtes au Canada, vous avez vécu cela. Comment ça se passe? À l'arrivée, tout Africain francophone qui arrive en Amérique du Nord, c'est un système anglo-saxon qui n'est pas connu de nous. Et ce système anglo-saxon n'a pas les mêmes façons de faire que les francophones. Quand vous quittez ici avec une maîtrise, là-bas ce n'est pas une maîtrise, vous devez reprendre 2 ans. Okay. Alors, nous qui sommes imbus de diplômes, de l'autre côté, le diplôme c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça qui est important. Et si vous ne savez rien faire, vous ne pouvez pas avoir du travail. Et si vous arrivez avec vos diplômes, il faut accepter de se recycler pour se mettre dans le système. Et pour ça, si c'est quelqu'un qui est arrivé avec, dans les bonnes conditions, en étant légal, qui n'a pas de faux papiers, il a droit à avoir une pécule pour retourner à l'école. On lui donne des prêts pour retourner à l'école. Mais tenez-vous bien,
Il y a des gens qui arrivent, on leur dit il est ingénieur de ceci, il est ingénieur de cela, il est médecin, etc. Il faut qu'ils se recyclent, ils refusent généralement. Ils cherchent du travail, forcés de trouver du travail avec le papier, ça ne marche pas. Il faut qu'ils le sachent. Ou bien vous faites les équivalences en quittant votre pays, ça peut prendre une année, mais retardez. Autrement, vous n'allez pas avoir un travail à la hauteur de votre diplôme. Il faut se recycler, il faut se remettre dans le système anglo-saxon. Après le travail, il y a un autre souci, c'est comment gérer sa famille. Étant à l'étranger, vous en parlez également dans votre livre. Qu'est-ce que vous voulez dire effectivement par la gestion de la famille étendue? La gestion de la famille étendue, ce sont les oncles, les tantes, les parents qui sont restés au pays. Ces oncles et ces tantes qui sont restés au pays, ils ne connaissent pas oncle, c'est petit papa, petite maman. Ils sont sur le même pied d'égalité que nos parents biologiques. Mais maintenant, les jeunes pensent beaucoup plus à leur père biologique et à leur mère biologique. Or, les oncles qui ont mon âge s'attendent à être aussi respectés, aussi adulés sur le plan financier que sur le plan respect que le père biologique. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là qui sont là et qui vous regardent et qui attendent beaucoup de vous? Ceux qui sont restés au pays. Ceux qui sont restés au pays. De comment les gérer? Est-ce qu'il faut envoyer chaque fois de l'argent ou comment on fait? Envoyer chaque fois de l'argent, je ne sais pas. Parce que cela dépend de votre capacité d'envoyer de l'argent. Parce que ce n'est pas sûr. Quand vous quittez en tant que migrant reçu, résident, vous partez avec une certaine pécule. Et cette pécule doit vous permettre de vivre 5 mois, 6 mois, 7 mois, jusqu'à trouver du travail. Mais il se peut que vous ne trouviez pas du travail au bout de 7 mois. Donc vous êtes dans la misère. Et ce n'est pas ce que vous avez amené que vous allez utiliser pour envoyer vos parents au pays. C'est vrai. Et les parents qui sont restés une fois qu'on a bougé pensent que vous avez de l'argent. C'est l'Eldorado. Il a l'argent, il est en France, il a l'argent. Il est aux États-Unis, il a l'argent. Ce n'est pas vrai. Il faut attendre qu'il ait l'argent. Mais quand ils auront l'argent, ils ont la capacité d'aider. Parce que l'argent est beaucoup plus lourd que ce qui est là. Tout à fait. Avec le taux de change, quand vous envoyez un petit 100, quelque chose, ça devient beaucoup de CFA ici. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, il y a ce problème de couple. Comment gérer le couple à l'étranger parce que les valeurs au niveau du Burkina en Afrique ici, c'est certainement pas les mêmes choses. Est-ce qu'au niveau des tâches dans le couple, comment ça se passe quand on est à l'extérieur? C'est pas seulement les tâches, c'est surtout les attentes des uns et des autres, surtout des femmes. Ici, l'homme a son groupe, a ses amis. De l'autre côté, la femme est aussi ici, la femme a son groupe d'amis. Donc, elle n'est jamais seule. Et les cours sont grandes. Si la maison est petite, on vit dans la cour. De l'autre côté, quand je vous dis par exemple, vous habitez un quoi? Vous dites un 3,5. Un 4,5, ça correspond à quoi? Un 3,5, c'est juste une chambre, c'est une chambre et un salon et une toilette. Mais quand on dit 3,5, on ne comprend pas. Si vous vous trouvez coincé dans un 3,5 avec 2 enfants, vous payez cher, dépendamment des lieux, mais le 3,5, c'est un espace restreint. Alors, le mari, il va sortir, il va travailler dur parce que là-bas, il faut travailler dur. Quand vous êtes caissière, vous êtes debout toute la journée, sauf à l'heure de la pause, vous pouvez vous asseoir. Quand vous êtes secrétaire, vous êtes assise toute la journée, sauf à l'heure de la pause, vous pouvez vous lever. Alors, vous revenez fatigué, il faut que les deux s'épaulent, que les deux se parlent et qu'ils puissent vivre ensemble. Et s'il n'y a pas de communication, l'homme se terre et il n'y a pas de communication, la femme a besoin de parler, qui ne lui pose pas de questions. Il y a déjà ce problème de vie à deux auquel nous ne sommes pas habitués. Il faut se recycler. En plus, évidemment, il y a les tâches ménagères.
Si le mari est très gentil, qu'il voit que la femme est très fatiguée, il peut aider à laver les assiettes, à faire la cuisine. Et puis les horaires de travail, c'est impossible aussi. Disons que la femme travaille par exemple de 19h à 3h du matin. Alors, et qui va s'occuper des enfants? Les enfants. C'est celui qui est le premier à la maison, qui va coucher les enfants. Donc, quand les parents aussi quittent pour aller rendre visite et trouvent une telle situation, ils n'ont pas pensé que leur fille est devenue esclave de leur belle-fille. C'est ça les problèmes. Et du coup, il y a le problème des enfants que vous avez soulevé. Le chapitre 8 en parle également. L'éducation des enfants au niveau de l'Occident ou de l'Amérique, est-ce que, en fonction de nos valeurs, ça revient à la même chose? Ah, l'éducation des enfants, c'est très, très difficile. Parce que l'enfant connaît ses droits là-bas. Et aucun parent n'a le droit de donner une claque à un enfant. C'est interdit. Et si vous avez le toupet de le faire, l'enfant appelle la police. On vous menotte devant l'enfant. Donc l'enfant a beaucoup de droits, la femme a beaucoup de droits. Et il faut faire attention. Est-ce que cela... Et on peut vous récupérer votre enfant de toutes les façons. Pour un Burkinabé qui part au Canada par exemple, avec l'éducation qu'on connaît ici, c'est un peu difficile de ne pas crier sur l'enfant, ne pas le toucher. Non, il y a des méthodes, parce que les enfants des Canadiens ne sont pas tous gâtés. Ils ne sont pas gâtés, mais nous n'avons pas cette patience. Disons par exemple, vous allez au restaurant avec l'enfant, et puis l'enfant est impossible, on a tendance à lui donner une belle claque, non? Non, là-bas on menace l'enfant, s'il continue, on le ramène quelque part. Et on se sépare de lui. Et on est sûr qu'on va le retrouver de l'autre côté. Mais il sait qu'il est puni parce qu'il ne mangera pas ce qu'il va manger. Ok. Donc c'est d'autres méthodes. On n'a pas assez. Et l'enfant, là-bas, on l'éduque à être autonome très vite. Même à 3 ans, il porte ses chaussures. Mais nous, on n'a pas cette patience. On veut tout faire pour l'enfant, pour aller vite. J'étais avec une amie qui est grand-mère. Et puis l'enfant demande, mamie, quel habit je dois porter? Sa maman lui dit, va dehors, regarde quelle température il fait et juge toi-même. Et l'enfant sort, il revient, il dit, je dois porter un manteau chaud, je dois porter telle chaussure. Nous, on va immédiatement dire, va prendre ceci. Donc ça n'éveille pas l'enfant très vite. Même à 3 ans, les petits Canadiens mettent les lacets de leurs chaussures. Ok. D'accord. Il y a le problème de l'intégration. Mais nous, on n'a pas cette patience aussi pour regarder que font les autres au niveau de l'Occident. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. D'accord. Je crois que le message est passé. On en vient au chapitre 9, où vous vous intéressez à l'intégration. Comment le jeune Burkinabé Je voudrais revenir à la relation de couple. Ok, d'accord. Chapitre 7, d'accord. Dans la relation du couple, il y a quelque chose qu'on a omis. Et peut-être qu'on va y revenir. D'accord. Parce que j'avais une idée flash tout de suite. Et cette relation de couple, on va y revenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Et mais donc, on parle de l'intégration alors. Oui. L'intégration, comment s'intégrer facilement quand on est en France, en Amérique, à Washington ou au Canada, comment ça se passe? Comment s'intégrer, c'est beaucoup. Quand les gens arrivent, ils se retrouvent dans leur propre communauté. Ça veut dire que vous quittez ici pour aller dans un autre village. Et c'est pas ça l'intégration. Vous ne pouvez pas avoir du travail à partir de vos propres compatriotes. Pour s'intégrer au Canada, nous n'avons pas... on ne peut pas se lever et puis rentrer chez quelqu'un et demander de l'aide. Mais ce sont des institutions. Et il y en a beaucoup. Les femmes battues, l'intégration pour les banques alimentaires, pour ceci. Mais il y a beaucoup. Il faut s'informer. Et pour s'informer, le bénévolat est exalté. Le bénévolat, c'est quoi? C'est donner à la société. C'est se donner à la société. Par exemple, et je parle à la fin de mon livre pour m'intégrer. Les premiers temps,
je me suis inscrite dans un restaurant à Vieux où les paysans qui font de la maraîchère viennent donner des vivres, le surplus de leurs vivres. Donc les vivres, on les reçoit cadeaux. Les gens qui viennent pour travailler dedans, pour préparer les petits déjeuners, pour préparer le déjeuner de midi, ou le dîner. ce sont des bénévoles. D'accord. Quand je m'inscris pour dire je suis là-bas de 7h à 17h, ça veut dire que je donne 10 heures de mon temps. C'est déjà évalué si c'est 10 heures par heure. Par jour? Par heure. Ok. Donc je donne 100 heures, Ok. 100 dollars à cette société. Donc tous les lundis, et ce pendant des années, je me suis transporté là-bas pour essayer tous les lundis, à tel point que au déjeuner, ça s'appelait ils avaient un plat qu'on appelle le bœuf africain. Mais le restaurant était plein des vieillards qui viennent manger pas cher parce que la main-d'œuvre n'est pas payée. Pas payé, oui. Et les vivres ne sont pas payés. Donc, et à partir de ce moment, tu apprends à connaître les gens. Quand tu cherches du travail, lorsque tu cherches du travail, tu trouves quelqu'un qui va dire « Je connais cette personne, je vous le recommande ». Mais si vous restez dans votre propre communauté, ça ne peut pas marcher. Vous n'aurez pas du travail. Et beaucoup de très intelligents disent l'ouvrier mérite son salaire en citant la Bible. Mais on doit pouvoir aussi aider les autres, faire aux autres ce qu'on veut qu'on vous aime. Tout à fait. Nous nous acheminons doucement vers la fin de l'émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes avec Madame Lucie Tapsoba Coulibaly, qui est auteur et coach. Nous présentons ce jour le livre intitulé Valeurs traditionnelles, multiculturalisme et vie harmonieuse. Ce livre permet de transformer les différences dans les familles multiculturelles en une source de bonheur. Madame Tapsoba, je dois vous appeler Mamie Tapsoba. Voilà, le dernier chapitre, c'est initiation traditionnelle et formation. Rapidement, est-ce qu'on peut en parler avant de conclure? Oui, on peut conclure sur ce chapitre parce que nous avons beaucoup lutté pour enrayer l'excision. On n'en revient pas dessus. Mais l'initiation africaine était donnée par étapes. Quand on est enfant, c'est à travers les contes, Luc le lièvre, etc. Et puis, les enfants se rendent compte que le lièvre, il est intelligent parce que Luc le lièvre, Bouki, il est bête parce que. Donc, et ça s'achemine. Mais à l'initiation, c'est quand on est adolescent, à l'époque. Et à l'adolescence, c'est là qu'on donnait des instructions, l'éducation sexuelle à la femme. Comment se comporter dans son foyer, comment se comporter avec les beaux-parents, comment vivre avec le mari, quels sont les... Mais puisqu'on a enlevé l'excision, on a enlevé en même temps l'opération, on a enlevé de l'enseignement qu'on donnait. Et c'est cet enseignement qui était la base de notre connaissance, la base de notre vie, les valeurs qu'on devait véhiculer à nos enfants. Du coup, on se retrouve complètement coupé. Ceux qui ont moins de 60 ans, qui n'ont pas été dans l'ère initiatique, qui n'ont pas eu à endurer les épreuves de l'initiation, qui nous donnaient notre capacité de faire les choses, le courage, la persévérance, l'idéal que nous avions, toutes les valeurs dans l'amitié, parce que ceux qui sont de la même cohorte devaient être soudés par le sang, parce qu'ils ont été coupés avec le même couteau, etc. Donc, on n'a plus où se rattacher. Et c'est à ça que je pense, en me disant, peut-être qu'on peut raccourcir la longueur de cette initiation qui était presque toute la vie, réfléchir à ça, et puis trouver à les donner un peu comme pour les scouts, les rassembler, et puis trouver des jeunes et leur inculquer certaines de nos valeurs. D'accord.
Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour toutes ces informations riches contenues dans ce livre de 103 pages. Le livre il est disponible où? Au Burkina? Jeunesse d'Afrique. Voilà, Jeunesse d'Afrique, on peut trouver le livre. Oui. D'accord. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer aux téléspectateurs qui nous suivent? Peut-être les inviter à lire le livre. Il y a d'autres livres qui viennent, bien sûr. Certainement. D'accord. Ok. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont envie de lire. Parce qu'un peuple qui lit, c'est un peuple qui avance. Quand on ne lit pas, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on abandonne un peu de nos instruments. Le smartphone. Oui. Pour trouver la connaissance, parce qu'on vit avec l'auteur, on saisit les choses et j'encourage tout le monde à revenir à la lecture. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci aussi pour votre fidélité au programme de cette chaîne de télévision. Canal Vim Kwega, ce sera tout pour ce numéro. Nous étions avec Lucie Tapsoba Koulibaly avec le livre Valeurs traditionnelles, multiculturalisme et vie harmonieuse. Nous serons contents de vous recevoir une autre fois pour parler d'un autre livre. Voilà, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À tous.